D'abord, merci de m'avoir invité. Alors, qu'est-ce qui m'a séduit, qu'est-ce qui m'a interpellé? Alors, d'abord, l'égalité fiscale, bien évidemment, il faut lutter pour, c'est une impérieuse nécessité, je suis entièrement d'accord. Après, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu du... L'égalité fiscale, c'est quoi? Si l'égalité fiscale, c'est juste monter sur les barricades et chanter « c'est la faute à Amazon, c'est la faute à Alibaba », ça va pas suffire. D'abord, est-ce que l'égalité fiscale, c'est taxer Amazon à hauteur du commerce, ou est-ce que l'égalité fiscale, c'est aussi de baisser les taxes sur le commerce? De temps en temps, on entend trop l'égalité fiscale, c'est taper sur Amazon. L'exemple des vitrines tout à l'heure était consternant. L'égalité fiscale, c'est aussi lutter contre ça. Donc je pense qu'on entend surtout le point anti-Amazon de la part de certaines fédérations, et pas assez le point, commençons déjà par baisser les taxes dans le commerce. L'égalité fiscale, c'était venu sur le thème de la distorsion de concurrence. Mais la distorsion de concurrence, ce n'est pas simplement la taxe. La distorsion de concurrence, c'est la loi. Et la loi n'est pas toujours la même. Lorsque une enseigne d'hypermarché, je dis bien logiquement, ce n'est pas toujours le cas, mais doit, pour se débarrasser d'un fournisseur, respecter une loi sur le déréférencement, logiquement de mémoire, il y a quasiment 15 jours ou un mois de préavis au moins. Mais sur Internet, ça peut se faire à la minute. Il y a distorsion de concurrence. Distorsion de concurrence, c'est lorsqu'on dit qu'on ne peut pas ouvrir tant de dimanches par an, mais qu'on peut livrer tous les dimanches. Il y a distorsion de concurrence. Donc il y a deux débats. Et il serait faux de s'arrêter juste sur le thème fiscal. Ça, c'est le premier point. Après, vous m'avez demandé un mot. J'avoue que j'avais la question avant. Moi, je vais employer un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot optimisme. Lorsqu'on va écouter Amazon, lorsque ça m'est arrivé récemment, on va des journées acheteurs Amazon, mais il déroule le tapis rouge devant les fournisseurs. Il leur dit « mais c'est simple chez nous, venez, vous allez payer 30 € par mois et le monde est à vous ». Lorsque je vais à une fédération de PME avec des distributeurs, « oh là, mon brave monsieur, l'abus de dépendance, il va falloir payer ça, il va falloir payer ça ». Deux mondes différents, il y en a un qui est optimiste, mais pas l'autre. Donc déjà, un petit peu plus d'optimisme, ça me paraîtrait important. Dernier point, vous avez souvent parlé d'expérience client. C'est vrai que c'est important. Mais de l'expérience client pour vendre quoi? Donc si vous arrêtez juste à l'expérience client sans parler tout simplement de l'excellence opérationnelle, parce qu'avant de financer l'expérience client, il faut de l'excellence opérationnelle. Et toutes ces enseignes physiques, et non pas digitales, qui débarquent en France, qui viennent d'Irlande, d'Angleterre ou de Hollande, elles viennent avec de l'excellence opérationnelle. Et est-ce que les distributeurs français n'ont pas perdu cette excellence opérationnelle? Et dernier point, un commerçant, ça a été dit par monsieur Labat tout à l'heure, c'est d'abord pour vendre des produits. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez effectivement les meilleurs services achats? Est-ce que vous avez les meilleurs assortiments? Est-ce que vous faites rêver vos clients? J'en suis pas toujours certain. Il y en a qui le font. Je ne veux pas dénigrer tout le monde, quand même, ce sont mes lecteurs. Ce serait malvenu. Mais la question mérite d'être posée. Donc, juste s'arrêter sur le point du digital et de la taxe, ce serait une erreur. Il y a beaucoup d'autres points. Voilà ce que j'avais envie de dire en préambule. Yves Puget, vous suivez de très près l'évolution du commerce en France. Vous êtes un observateur averti. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en l'espace de 10 ans, finalement, les fondamentaux du commerce ont profondément changé? Et dit autrement, est-ce que le pouvoir n'est pas passé entre les mains des consommateurs? Non, je crois pas. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense que le consommateur a l'impression qu'il a pris le pouvoir. C'est ce qui... Mais le marketing fait que le marketing est encore très fort. On a parlé du marketing d'une grande marque informatique, c'est quand même encore cette marque qui a le pouvoir. Non, la grande différence des fondamentaux du commerce, c'est que pendant, on va dire 30 ans, je ne veux pas dire que c'était simple, c'était quand même compliqué, c'était des aventures extraordinaires, mais on ouvrait un point de vente, on mettait tout le marketing autour, on ouvrait son rideau de fer et il y avait du monde. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On ne peut plus se contenter d'ouvrir un point de vente et d'attendre le monde. Il faut être tout simplement à côté du consommateur quand il a envie de consommer. Un nouveau consommateur est né. C'était la précédente photographie qu'on voyait. Oui, le consommateur, alors il y a plein d'études qu'il faut... On va lister 3-4 changements de consommateurs. Bon, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour les personnes qui vieillissent? On vieillit tous, la population vieillit. Voilà quelqu'un. Il faut s'adapter. Bon, les foyers seuls, adultes, qu'est-ce que vous faites? Il faut se poser la question. Et je crois qu'il y avait un troisième cas, parce que finalement, on a décidé de faire ça en interview, c'était plus sympa. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, ça fait effectivement quelques années que je suis à LSA.
Dans les années 90, le marketing, encore une fois, c'était quand même compliqué, mais c'était un peu plus simple. On avait une tendance, et il fallait la suivre. Les gens du marketing, les gens des études suivaient cette tendance, et alors les médias tartinaient pendant des numéros sur cette tendance. Je me souviens on est au milieu des années 90, de Fess Popcorn, pour ceux qui s'en souviennent. Elle avait inventé le cocooning. Alors pendant 3 ans, tout le monde a parlé du cocooning. Mais aujourd'hui, c'est quoi la tendance? Donc je vais écouter les gens d'études. Ils vont me dire que c'est la proximité, ils vont me dire que c'est le bio, ils vont me dire que c'est le fait maison, le made in France, le local, le circuit court. On est tous d'accord, c'est ça la tendance sur l'alimentaire. Mais c'est quoi le plus gros lancement, encore une fois? C'est du Ferrero. C'est quoi la plus grosse vente de croissance dans la grande distribution? C'est une boisson anisée faite par un groupe français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, que toutes ces évolutions, elles sont réelles. Oui, il faut aller sur le bio. Oui, ça pèse extrêmement lourd. Mais il ne faut pas oublier le basique, il ne faut pas oublier le fond de rayon qui, lui, est là. Donc, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la petite dame qu'on a vue sur ses marches avec son cigare. Il faut en tenir compte, mais il n'y a pas qu'elle. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que toutes ces tendances, elles sont réelles, mais elles se croisent et elles se contredisent. Et j'ai envie de dire, maintenant, débrouillez-vous avec ça. C'est ça qui est dur aujourd'hui. Alors, revenons juste sur la photo précédente, si vous le voulez bien, Corinne. Voilà, vers la fin des usines à vente. Vous vous dites qu'il faut lutter contre la médiocrité ambiante. J'ai envie de dire, oui, on peut toujours dire, encore une fois, c'est la faute d'Amazon. Mais alors ça, on est chez Walmart, donc ça n'existe plus, c'était il y a quasiment dans les 70. Mais des rayons comme ça, on n'en veut plus. Alors après, on est chez But, ça n'existe plus. La photo suivante, voilà. On n'en veut plus, c'est de la diarrhée verbale. Je ne sais pas s'il y en a une autre après, si ça a été supprimé ou pas, mais les taux de rupture en France, c'est inacceptable. Ça fait donc X années, je me répète que je suis à LSA, ça fait X années que Air France me répète « Yves, on va réussir à résoudre le problème de la rupture, on est à 8%. » Tous les ans, c'est à 8%. Mais est-ce normal? Est-ce que vous imaginez un quart de seconde dire Amazon, on a 8% de taux de rupture? Mais c'est normal. Non, c'est inacceptable. Donc effectivement, quand vous êtes dans des marchés en croissance, pardon pour j'ai envie de choquer un peu pour rayer tout le monde, la médiocrité, ça peut suffire. Mais quand vous n'êtes plus sur des marchés en croissance, la médiocrité vous sort du marché. À cause de ça, un certain nombre d'enseignes, selon vous, vont disparaître, quand d'autres vont émerger à la vitesse grand V. C'est ce que vous appelez finalement les nouvelles frontières de la concurrence. Oui, moi, je le dis à chaque fois, avec l'âge, je commence moi aussi à radoter. Mais quand j'étais petit, j'allais chez Félix Potin, chez Mammouth, chez Prise Unique, chez Rallye, chez Montlore. Ils n'existent plus, ceux-là, je crois. Donc, c'est pas neuf, d'abord, que des enseignes disparaissent. C'était surtout par des rachats. Mais si on regarde le marché du textile, il y a beaucoup trop d'enseignes. Donc, prédire qu'il va y avoir des morts, je suis vraiment, sincèrement désolé, surtout pour les salariés concernés, mais il est évident qu'il y a trop d'enseignes en France. Et après, la concurrence... Oui, alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette image que vous avez voulu projeter? D'abord, il faut que les distributeurs arrêtent de se regarder le nombril. Historiquement, par exemple, dans l'alimentaire, ils regardent que du Kantar, que du Nielsen, que de l'IRI, c'est-à-dire ils regardent leurs voisins, sans s'apercevoir que en dehors des panels, l'argent, il part chez Grand Frais, il part chez Picard, mais même le petit boulanger qui a un rayon snacking qu'il a développé devient un concurrent de l'hyper. Donc ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire, oui, alors là, on est sur le nombre de transactions en millions d'euros. Pas le chiffre d'affaires, mais le nombre de transactions, c'est des chiffres de Nielsen, de mémoire. Donc, bien évidemment, sans surprise, on a Amazon, on a Uber, mais on a Lidl, on a Burger King, Action, McDo, Intermarché. Donc, vous voyez que la croissance, elle se trouve sur des marchés extrêmement différents, qu'il n'y a pas que le digital. Alors, je suis venu avec quelques chiffres qu'on a publiés l'année dernière pour dire que tout s'accélère. Donc, l'année dernière, on a publié en août 2018, donc c'était les chiffres d'affaires 2017. Je tiens à dire, ce n'est pas du tout frais. Mais la croissance de Leclerc, c'était 1,3 milliard. Alors, ça veut dire quoi, 1,3 milliard? Ça peut paraître pas grand-chose. Mais si je vous dis que c'est tout simplement le chiffre d'affaires quasiment de Sephora. En numéro 2, c'est Intermarché, c'est 1,1 milliard quasiment. C'est Noroto. En numéro 3, 800 millions, Amazon. La croissance de chiffre d'affaires d'Amazon, c'est le chiffre d'affaires de Nespresso. Juste la croissance de chiffre d'affaires. Mais une fois qu'on a dit ça, si on regarde les ratios, tout le monde dit Internet, comme un cabri. Mais c'est une enseigne de pharmacie qui arrive en premier,
Non, pardon, c'est Action, qui est à plus 32. Et on trouve simplement en 4e position Showroom Privé, qui est à plus 21. Donc, il y a de la croissance ailleurs que dans Internet. Le bio, bien évidemment, Biocoop, etc., sont en croissance. Mais Centracor, par exemple, est à plus 25. Donc oui, ce que ça veut dire, c'est que la croissance, elle est multiple. Alors Yves Puget, vous avez l'habitude d'inviter finalement les enseignes pour éviter d'être ringardisées, voire disparaître. Vous leur dites nouer des alliances. C'est ce qu'on voit. Le temps des alliances. Oui, j'ai vu que je m'étais répété il y a 2 fois. Oui, je pense que c'est terminé le distributeur qui pense qu'il va pouvoir tout faire lui-même. Donc oui, il y a les alliances technologiques. Donc on le voit bien. Donc là, c'était Auchan Alibaba, Carrefour Tencent, Carrefour Google. Il faut s'allier aujourd'hui avec les meilleurs. Il y a les alliances aux achats. Donc là, on a vu Auchan Casino Métro, Carrefour Système U, Intermarché Francap, Carrefour Tesco, Leclerc Réoué. J'aurais pu en mettre dans le non-alimentaire et nous n'en sommes qu'au début. Alors là, vous dites pour les plus gros, mais ceux qui sont plus petits, beaucoup plus petits, il faut aussi qu'ils nouent des alliances ? Au niveau des achats, oui. Sincèrement, oui, c'est la tendance de toute façon. Et puis après, c'était l'annonce la semaine dernière du côté d'Auchan. Une révolution quand même. J'ai entendu qu'il y avait des personnes de la famille Mullier tout à l'heure. Mais à chaque fois, depuis des années que j'interroge la galaxie Mullier, comme on dit, jamais de partenariat entre les enseignes de la famille. Annonce de la semaine dernière, il y aura des partenaires, un test, 5 magasins, où il peut y avoir des corners, Decathlon, Leroy Merlin, Noroto, etc., dans des Auchan. Alliance sur les data. Et quand vous prenez tout le spectre de la galaxie mulliaise, vous couvrez 100% de la population française. Et alliance pour le dernier kilomètre. Donc oui, les hypermarchés, ils ne savent pas que faire de leur non-alimentaire. Eh ben, ils se disent, autant faire une alliance avec une enseigne spécialisée. Et on a eu Carrefour Darty. Car le grand intérêt, c'est quoi ? C'est la data, c'est la logistique qui va être mise en place derrière tout ça ? Mais l'intérêt, d'abord, c'est de garder sa force sur le non-alimentaire. Lorsque vous avez des hypermarchés, les plus grands en France, les 2-3 plus grands font plus de 20 000 m², vous allez faire quoi de ces mètres carrés ? Donc, il y a une solution qui est effectivement de passer un partenariat avec une enseigne. Ça prend le risque aussi d'être une forme de fuite en avant ou en arrière. Mais c'est tout simplement un aveu de faiblesse. Mais la solution, c'est je n'y arrive pas, je sous-traite et au moins je vais toucher, il faut voir quel est le contrat, mais certainement des pourcentages. La logistique, l'explosion du drive, l'essor du drive piéton. Tous ces moyens-là, le drive piéton ou le drive classique, il y a 3500 drives en France. Alors, il y en a plein qui ne sont pas des drives, qui sont tout simplement du click and collect. Pour moi, les vrais drives, ce sont des drives déportés. Comme les vrais drives piétons, ce sont des drives où il n'y a que ça. Juste, Yves Puget, c'est une spécificité française de voir le drive se développer à la vitesse grand V, oui. Ou alors c'est beaucoup plus important ailleurs ? Non, c'est une invention française, Auchan. Même si le début, la mort, c'était au Luxembourg. C'était le Auchan de Luxembourg qui avait testé ça juste pour les liquides. Et après, c'était Auchan. Alors, je ne sais jamais, je ne suis pas du Nord, si on dit Lirs ou Lers. Mais monsieur qui est du Nord, là-haut, va me dire. C'est pas. Non, c'est Lirs, non ? Lers ? Lers, bon. Mais non, c'est pas anglo, le drive, je crois. Donc, c'est Auchan, en tout cas. Et comme, hélas, souvent pour eux, pour Auchan, ils ont une bonne idée, mais ils mettent du temps à aller un peu vite. Résultat, Leclerc a été beaucoup plus vite et c'est Leclerc qui est le leader en drive. Le drive, ça va se poursuivre, selon vous ? Le drive, c'est une idée absolument géniale. Il y a juste le problème de la rentabilité. Lorsque vous avez un drive comme Leclerc Ajaccio qui fait plus de 20 millions d'euros, j'ai aucun doute sur la rentabilité. Mais il y a beaucoup de drives qui ne font pas beaucoup de chiffre d'affaires et qui ne sont pas rentables. Mais après, c'est un service finalement offert à ses clients. Maintenant, c'est devenu un mal nécessaire. Alors, on voyait d'autres problématiques de logistique, le magasin automatique. Le magasin automatique, on attend avidement l'expérience de Auchan à Villeneuve-d'Ascq dans le siège. Ils vont en sortir un dans les prochaines semaines et Carrefour va avoir la même chose. Celui en haut à gauche, c'est Auchan en Chine. Ça va venir, j'y crois, mais on n'est vraiment pas sur un marché de masse. C'est un marché de niche. Oui, voilà.
Bon, la voiture automatique qui fera la livraison, c'est pareil. C'est quoi? C'est encore de la science-fiction, ça? Ouais, mais c'est bien de rêver aussi. Bien sûr. Moi, j'ai bien aimé, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, les robots, c'est bien, mais finalement, ça peut être kidnappé dans la rue. C'est Olivier. Et je pense qu'il a entièrement raison. C'est comme les magasins sans caissière, le taux de démarque, je serais curieux de le voir. Comme les distributeurs savent très bien que le self-scanning, le taux de démarque est certainement conséquent. On va voir encore une photo. Alors, on a parlé du click and collect, des casiers. Les casiers, j'y crois beaucoup. Par exemple, en entreprise, quand j'ai dit c'est au moment où on veut consommer, je quitte mon bureau, je me suis fait livrer mes produits. Je pense que dans des zones de bureau, les casiers ont véritablement un sens. Après, l'abonnement, oui. Alors, l'abonnement, on le connaît façon Amazon Prime. L'abonnement Amazon Prime, c'est quand même comment kidnapper le client. C'est extraordinaire. C'est quoi ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais plus combien, 50 à ma droite par mois et par an, pardon. Par mois, ça ferait beaucoup. Et vous avez des services en plus, mais c'est comment kidnapper Costco, finalement, c'est un peu la même chose. C'est un abonnement qui était moins cher, qui était 30 et quelques. Mais comment kidnapper le client en étant sûr de sa valeur? C'est-à-dire, si le client est prêt à payer 50 € ou 30 €, il faut être sûr de délivrer le service derrière. Mais quand c'est au rendez-vous, et je rappelle juste le petit raccourci de journaliste, Costco n'aime pas quand on dit ça, mais c'est la stricte vérité. Vous prenez le nombre d'abonnés Costco avec le prix de la carte Costco et vous avez l'équivalent de la marge nette de Costco. Donc rien que l'apport de la carte fait le bénéfice de Costco. On va voir encore une diapositive. Vous faites l'éloge des nouvelles technologies qui sont censées révolutionner le commerce. Moi, j'y crois beaucoup au digital. Alors, une fois, je m'étais pris des volets de vous bavère parce que j'avais expliqué que les robots livrant tout le monde en France, ça serait difficile, que l'embouteillage de drones entre l'avenue Lecourbe et l'avenue d'Alésia, ça allait être compliqué. Mais ça va venir. On voit des applications intéressantes en entrepôt pour les inventaires, peut-être demain en magasin. Donc les drones auront leur application. Après, Jacques Ressel l'a très bien dit, on va pouvoir tout chasamer demain et ce sera, et Olivier aussi l'a expliqué, ça vient, c'est aujourd'hui et ce sera extraordinaire. Donc tout ça, ce sont les outils de demain et il faut s'y préparer, enfin d'aujourd'hui même. Yves Puget, j'avais une dernière question à vous poser, mais vous l'aviez déjà abordé un petit peu au départ en parlant de médiocrité. C'est affirmer ses valeurs. C'est ce que vous revendiquez pour les commerçants aujourd'hui. Ben oui, lorsque sur Internet, c'est la course à celui qui aura le plus de millions de références, ça veut dire quoi aujourd'hui? Si demain, vous avez un magasin qui dit « chez moi, c'est vraiment le bon produit, j'ai regardé la qualité », je vous garantis, vous pouvez venir chez moi. Ça, je pense que ça a beaucoup d'avenir. Effectivement, ce n'est pas en affichant des millions de références dans un magasin, c'est injouable, on a vu un magasin tout à l'heure. Donc les valeurs, c'est les valeurs de l'assortiment. J'ai fait mon travail d'assortiment. Pendant trop d'années, la grande distribution alimentaire, le travail d'assortiment, c'était d'amasser des marges arrière. Donc c'était d'acheter de la marge arrière et non pas de réfléchir pour vendre des produits. Donc aujourd'hui, c'est inversé, ils sont dans l'obligation de voir ce qu'ils doivent référencer. Donc, ils sont tous en train de dire qu'ils sont les meilleurs en alimentaire, que ça s'appelle Act for Food ou autre chose. Mais c'est un enjeu, un enjeu important. Donc, il y a des enseignes locales. Quand on voit le groupe InVivo, la coopérative InVivo avec Fred ici, là, en haut à droite, est-ce que vous savez où nous sommes? Non, du tout. Allez-y. Nous sommes dans un hypermarché Carrefour, mais en Belgique. C'est pour ça, c'est en Belgique. C'est pour ça qu'il y a une brasserie au milieu du magasin. Mais la brasserie, elle est au milieu du magasin. Démontrons notre savoir-faire. En bas, je l'ai mis pourquoi? C'est tout simplement les vitrines fermées. La défense de notre planète, ça a été dit également tout à l'heure, c'est un enjeu important. Les jeunes y sont très sensibles. Donc, il faut le démontrer, il faut travailler, il faut l'afficher, il faut l'affirmer. Et puis, la dernière photo en bas à droite, miser sur l'humain. L'humain, je pense, ça a été dit aussi tout à l'heure, je pense que les métiers de bouche, tout ce qui est traiteur, boucherie, pâtissier, boulanger, poissonnier, j'ai pas envie d'acheter un poisson par Internet, je suis désolé, mais j'ai envie de le voir. Et j'ai envie de discuter avec la personne qui va me le vendre. Donc là, on voit bien la grande tendance de toutes les enseignes alimentaires de développer toutes les zones de frais.
ça passera par du personnel. Je pense que la caissière est de moins en moins utile, c'est dur à dire, et je pense que la grande distribution va être obligée de former à de nouveaux métiers dans le magasin. Parce que la ligne de caisse va probablement disparaître dans un moyen ou long terme. Je rappelle juste qu'à LSA, les premières fois où on a parlé de la fin de la ligne de caisse, c'était au début des années 90. Hein. Donc, on ne va pas dire que c'est demain matin. Mais ça va venir. Tout ce que fait notamment Monoprix ou Franprix sont très intéressants sur ça. Mais investir dans le personnel, c'est un métier de service avant tout, et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Yves Puget. Merci à vous. Merci.